Bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous de vous accueillir et d'accueillir surtout le professeur Zohair Boukoundoun, qui nous a fait le plaisir d'accepter de nous honorer de cette conférence, euh, donc, qui rentre dans le cadre de la série spéciale à la conquête du savoir. Alors, avant de donner la parole à Zohel, avant de présenter Zohel et avant de donner la parole à Zohel, je vais vous retracer un petit peu en 5 minutes qu'est-ce que At-Tariq Foundation et dans quel cadre ces conférences sont organisées. Je souhaiterais rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, que les micros et les caméras doivent être arrêtés pendant toute la conférence, que à la fin de la présentation du professeur Ben Khaldoun, vous aurez la possibilité de poser des questions. Pour poser des questions, pour prendre la parole, il y a la possibilité de demander la parole avec une petite main qui est à côté de votre nom dans la liste des participants. Autrement, vous pouvez envoyer vos remarques, vos questions dans la partie chat. Alors, At-Tariq Foundation, c'est pour rappeler rapidement, At-Tariq c'est une fondation qui s'intéresse à la promotion de la science des météorites et de la planétologie, mais aussi non seulement à la recherche scientifique, mais également à la diffusion et à la vulgarisation et la promotion de la culture scientifique auprès d'un large Voir. public. Et donc, aussi bien, ça concerne aussi bien le Maroc que les pays arabes et les pays africains et un petit peu partout dans le monde. Alors, depuis que le confinement a commencé, eh bien, nous avons entrepris quelques actions au sein de At-Tariq. L'une des actions, ça a été de créer et de mettre en ligne des mini capsules vidéo. La dernière des capsules vidéo que je partage avec vous ici, c'est en fait, si elle peut bien marcher, donc que nous avons posté hier. Elle refuse, bon, c'est pas grave. Cette capsule vidéo que nous avons postée hier, eh bien, elle concerne l'origine des météorites. Donc, c'est la quatrième de la série. Et ces séries, en fait, ces capsules vidéo, je vous invite à les regarder sur notre chaîne YouTube. Elles répondent de façon très simple, mais complètement vérifiées scientifiquement à des questions simples et c'est accessible à tous. C'est des capsules qui durent 2 minutes, pas plus. Ensuite, donc ces capsules, nous publions par la suite un quiz donc sur la page Facebook. C'est une petite question. Là, c'était par exemple sur la couche de fusion des météorites, où est-ce qu'elle se forme, comment elle se forme. Et ensuite, bon, bien sûr, nous remercions à chaque capsule vidéo et dans toutes nos activités nos partenaires, tous nos partenaires, les partenaires At-Tariq Foundation, qui sont en même temps des partenaires institutionnels et scientifiques, mais du monde académique, mais également des entreprises qui nous supportent dans nos travaux. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'un de nos membres, mais qu'on ne voit pas beaucoup et qu'on est heureux de voir aujourd'hui, qui est Youssef Benfir, marhaba. Alors, donc, maintenant, je vais passer à l'introduction de cette conférence du professeur Ben Khaldoun. Alors, cette conférence est la quatrième. Nous avons accueilli le professeur El Albani. Ensuite, nous avons accueilli le professeur Inès Safi. Par la suite, le professeur Al-Hariri. Toutes les conférences sont postées sur notre page Facebook. Et nous aurons aussi le privilège, Inch'Allah, la semaine prochaine, donc ce sera annoncé, d'accueillir le professeur Notni Jalil, qui va nous parler de la faune, en fait, des fossiles de Pékin. Alors,
Professeur Ibn Khaldun, je pense que c'est très difficile de le présenter, mais je vais quand même essayer de le faire, bien que vous le connaissez tous. Alors, professeur Ibn Khaldun est astrophysicien, il est directeur de l'Observatoire de Luqayn, qui dépend de l'Université Qadaiya de Marrakech. Il est docteur donc de l'Université de Provence en France, en énergétique, et docteur d'État en astrophysique de l'Université Qadaiya et de l'université de Nice Sophia Antipolis. Alors, en 1985, professeur Ibn Khaldun a rejoint le Maroc et a créé le premier laboratoire de recherche en astrophysique au Maroc, qui à ce moment-là était situé au CNRST. Professeur Ibn Khaldun a rejoint l'université de Marrakech en 1992, où il a créé le laboratoire donc d'astrophysique et de physique des hautes énergies en 1999 et il a œuvré pour la réalisation du premier observatoire astronomique professionnel au Maroc, qui est en fait l'observatoire de Luqayn, qui a été inauguré en 2007. Et donc, Zouher dirige cet observatoire depuis sa création. En 1999, donc, Zouher a créé l'association d'astronomie astronomies amateurs de Marrakech 3AM, qui est une association culturelle dont le but est de promouvoir les sciences de l'univers auprès du grand public et euh, également des enfants dans le milieu scolaire. Alors, les travaux de recherche de professeur Boukhelbe permettent au Maroc d'être sélectionné pour la campagne d'études de sites pour accueillir le télescope, extrêmement large télescope européen, le ELT. C'est un projet qui n'a pas abouti, mais qui a demandé beaucoup d'énergie et donc ça a permis quand même au Maroc d'être potentiellement euh, en fait host de ce télescope. Alors, avec les chercheurs de l'observatoire de Luqayn, professeur Mkhendoun a participé à plusieurs découvertes de premier plan en astronomie, et dont l'une des plus importantes, c'est le système d'exoplanètes TRAPPIST 1, qui a été découvert en coopération avec la NASA et publié dans la revue Nature. Alors, Zoher est bien sûr auteur et co-auteur d'un très grand nombre de publications. Il a dirigé 13 thèses de doctorat et bien sûr, tout le monde sait l'implication du professeur Boukheldoun dans le domaine de la promotion et de la diffusion de la culture scientifique. Euh, pour toutes ces contributions, le nom de Ben Khaldun a été donné à un astéroïde depuis 2004. Et bien sûr, Zoher est extrêmement actif aussi dans le domaine scientifique, académique et donc associatif, puisqu'il est président du Comité national pour l'astronomie au Maroc, il est président de l'Association des astronomes du monde arabe, il est membre du Comité national de l'IAU, il est président de la fondation Atlas Dark Sky et il est membre de plusieurs autres associations. Bien sûr, il est membre du comité scientifique de At-Tariq Foundation et donc c'est une personne qui soutient notre fondation de façon permanente. Donc, alors, ça c'est la présentation académique. Autrement, tout le monde sait et connaît l'apport du professeur Boukheldoun pour l'image de la recherche scientifique marocaine. Nous sommes extrêmement fiers de cet apport et de cette image qui est donnée, qui, dont, euh, dont nous pouvons nous targuer avec les moyens que nous avons. C'est beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, beaucoup de rigueur. Et donc pour tout cela, Zoher, tu as toute notre estime et nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors,
j'ai demandé à Zouhair de nous parler d'autre chose que des découvertes qu'ils ont au niveau de l'observatoire qui sont fabuleuses, magnifiques. Mais dans cette série de la conquête du savoir, euh, eh bien, j'ai demandé à Zouhair de nous parler de Ibn al-Haytham parce que j'ai vu qu'il en avait parlé en 2015 à l'occasion de l'année de la lumière. Et je suis j'ai hâte de découvrir ce que Zoël va partager avec nous pendant cette conférence. Merci beaucoup et la parole est à toi, mon cher ami. Merci, chers collègues, merci, cher ami, et je suis très confus par la présentation que vous avez faite. Je vous en remercie beaucoup. Je tiens juste à dire que parmi tout ce que vous avez cité, tout est un travail collectif. Je n'ai participé à la fondation, effectivement, des laboratoires, mais avec plusieurs de mes collègues que j'évite de citer ici de peur d'en oublier, parce qu'ils sont nombreux. Et donc, je les remercie aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement qu'a connu l'astronomie au Maroc ces dernières années en particulier. Donc voilà, sans plus tarder, je vais essayer de vous parler de la thématique d'aujourd'hui. Alors, je sens que il va y en avoir beaucoup qui seront déçus, je suppose, puisque, à proprement dit, moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des sciences. Donc, je vais effectivement parler un petit peu d'Ibn Haytham et de ses réalisations. C'est des choses qui sont de notoriété publique maintenant, que tout le monde connaît. Mais j'ai voulu justement le démarquer en reliant un peu les travaux d'Ibn Haytham à la science moderne, si on ose dire cela. Et pour cela, j'ai choisi un point commun. Le point commun, c'est effectivement la lumière et ce qu'on peut tirer comme information de la lumière. Et j'ai essayé de relier ceci à ce qui est connu en astrophysique, en cosmologie, paradoxe de l'information. Alors, je vais donc commencer d'abord par parler du paradoxe de l'information pour ceux qui ne le connaissent pas, en restant un petit peu très sommaire et très général. Vous avez tous, je suppose, entendu parler du trou noir. Beaucoup d'entre nous sont fascinés par donc, cet objet mystérieux et on ne sait jusqu'à aujourd'hui pas réellement appréhender et définir de façon précise, je dirais. Mais toujours est-il qu'il y a un stade d'évolution des étoiles qui va vers la création d'un objet si dense dans un volume si petit qu'il crée en fait dans l'espace où il est un, un espace où l'information ne sort plus. Donc c'est un avaleur de lumière et donc tout ce qui passe à côté il n'émet pas de lumière, donc on ne peut pas le voir. Et du fait qu'on ne peut pas le voir directement, ça laisse évidemment ça laisse poser beaucoup de questions. Et parmi les questions qui se posent, c'est que cette information qui est avalée, entre guillemets, encore une fois, je vais utiliser beaucoup de mots qui sont un peu généralistes, donc cette information qui est avalée, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle part? Ce qui est un principe en science, sacro-saint, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cette énergie-là, elle va bien quelque part. Et il y a cette énergie que nous appelons information, c'est de l'information. Et l'information ne se perd jamais. Elle peut se déformer. Comme vous le savez, l'information, quand elle passe d'une personne à une autre, déjà, elle commence à se déformer. Pour chaque
chaque porteur ou chacun qui relate l'information va la relater de sa façon avec laquelle il l'aperçoit déjà, mais l'information est là. Donc elle se transforme, elle peut prendre plusieurs formes, mais elle doit exister quelque part. Alors évidemment, pour expliquer cela, il y a le savant que vous connaissez bien, Stephen Hawking, qui, dès 1976, a postulé donc, que cette information, qu'on peut arriver à trouver une explication pour retrouver cette information-là en mariant la mécanique quantique. Pardon, excuse-moi de t'interrompre, Zoé, mais tu ne partages pas ton écran. C'est normal? Ah bon? Oui. Non, depuis tout à l'heure, vous ne voyez rien alors. Pardon, je vais le refaire. Ah, j'ai oublié de le faire en fait. Et je vais en profiter pour demander si tout le monde t'entend bien, parce qu'il y a professeur Nordin Jalil qui ne t'entend pas et je ne sais pas pourquoi. Moi, je t'entends bien. Est-ce que les autres entendent? Oui, c'est bien. C'est Moi, bien? j'entends. C'est bien. Oui, très bien. Ok, bon, ben donc je vais envoyer un message à Nordin pour lui dire que. Ok, merci beaucoup. Là, c'est bon, vous voyez? Oui, il faut que tu te mettes en plein écran, s'il te plaît. Merci Je beaucoup. suis en plein. C'est bon, c'était juste le temps de réaction. Merci beaucoup, Zoé. Excuse l'interruption, merci. Désolé, c'est moi qui avais oublié de partager l'écran. Voilà, donc je disais que Stephen Hawking a postulé dès 1976. Évidemment, il y a eu beaucoup de travaux depuis. Et c'est surtout en 2015 qu'il a publié une note très succincte faisant le parallélisme d'ailleurs entre l'état chaotique de la prévision météorologique. On peut prévoir à quelques jours l'état de la météo, mais c'est tellement imprévisible, entre guillemets, c'est tellement chaotique que ça peut changer et qu'on n'est pas encore arrivé à une science déterministe pour pouvoir dire avec certitude le temps qu'il va faire. Et donc, il y a des fluctuations, si vous voulez. Et donc, il a relié cette image à la fluctuation quantique qu'il y a au bord des trous noirs et dans lesquels cette information se retrouve quelque part. Donc, voilà la liaison que je voulais faire. Alors, on parle de trous noirs et là, vous avez une des images plus récentes et les plus intéressantes à mon sens, d'un trou noir, parce que c'est un trou noir qui est visible à l'œil nu. Alors, je vois tout de suite qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sauter au plafond. Déjà, je viens de dire qu'un trou noir, on ne peut pas le voir parce qu'il n'émet pas d'informations, il n'émet pas de lumière. Et là, je dis que c'est visible à l'œil nu. En fait, évidemment, on observe le trou noir par le mouvement des objets qui sont autour. Et là, vous voyez ce qui est en rouge, ça serait l'horizon du trou noir. Et ce qui est en bleu, on a dessiné deux des étoiles, qui sont une relativement proche et l'autre relativement loin, qui gravitent en fait autour de ce trou noir et qui finiront par tomber dedans par attraction gravitationnelle. Et donc, ce qu'on voit évidemment, c'est le mouvement de ces étoiles et on en déduit la présence d'un trou noir. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est ce trou noir qui s'appelle HR 6819 et se trouve dans notre Voie lactée. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, avec évidemment un œil bien exercé, en connaissant bien l'endroit où il se trouve, on peut voir ces étoiles-là. Alors, grâce à la lumière, on peut évidemment remonter le temps et on peut aller très loin. Et je montre ici aussi une image, la plus loin des galaxies qu'on connaît à ce jour, et qui a eu lieu quelques 150 millions d'années après le Big Bang, c'est-à-dire à peu près 5%
la durée de l'univers depuis le Big Bang. Et donc voilà, avec la technologie, on arrive à remonter très loin, mais ça veut dire qu'à peine 250 millions d'années après le Big Bang, il s'est formé les premières structures et les premières galaxies dans l'univers. Et c'est quand on va un peu plus loin vers le Big Bang que les choses commencent à se compliquer et qu'on aura besoin de ce mariage entre la cosmologie et la mécanique quantique. Alors, pour revenir à Ibn Haytham, je me permets de présenter ce petit film très intéressant. أنا الجزري مهندس ومخترع بارع. ظننتك قلت إنها العصور المظلمة، لكنها لا تبدو مظلمة. لأن ذلك يعتمد على المنظور الذي تأخذه يا صديقي. طبعا هناك أجزاء من العالم لم تكن مظلمة أبدا، ففي حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين ضياء العلم والاكتشاف أشرق على كل شيء. أية حضارة؟ الحضارة الإسلامية يا صديقي، فيها طور علماء من ديانات مختلفة بعض أهم الاكتشافات التي عرفها الإنسان حينها، اكتشافات مبنية على علم من سبقه، لكنها مرتبطة بعالمك الحديث أكثر مما تتخيل. مثل ماذا؟ كل ما تتصور. لابد أن أصور هذا. كنت أعلم أنها فكرة جيدة. من تكون؟ اسمحوا لي أن أعرفكم بابن الهيثم، عالم فذ أفكاره إلى اختراع الكاميرا. أنت اخترعت الكاميرا؟ أنا من وضع أسس الكاميرات الحديثة بتفسيري لكيفية عمل أعين. لقد وجدت طريقة لإسقاط صورة على سطح آخر من خلال ثقب في غرفة مظلمة، سميت بعدها القمرة المظلمة. فكروا في كل الأشياء التي تطورت من هذا الاكتشاف. الكاميرات، السينما، كلها تعمل بنفس المبدأ. Voilà donc ce petit film qui a été donc réalisé dans le cadre d'une série Les 1001 inventions, très, très bien faite. Donc, si vous êtes intéressé, je vous envoie les liens. Il y a plusieurs autres films réalisés, et en particulier à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie et l'année internationale de la lumière en 2015. Donc, Hassan ibn al-Haytham, il a vécu entre 1965 et 1040. Il est mathématicien, opticien, ingénieur, biologiste aussi, physiologiste, etc. Donc, comme un scientifique comme on savait en faire à l'époque, c'est-à-dire qui touche à beaucoup de domaines et qui avait donc un savoir encyclopédique, et surtout qui permet d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir être, je dirais, être réellement actif dans les découvertes et dans l'avancée des sciences. Ce regard, ce recul est absolument nécessaire. Donc pour les étudiants qui m'écoutent, il est évidemment, on demande toujours de plus en plus de spécialisation et plus de convergence vers des sujets bien déterminés. Et on oublie un peu de replacer les sujets de recherche dans le contexte général. Et ceci est absolument nécessaire pour pouvoir pour passer le pas entre apprenant et quelqu'un qui invente, entre guillemets, qui trouve des choses nouvelles. Voilà, alors comme vous l'avez dans le film, il fut le premier dans beaucoup de choses, mais ce que l'histoire a surtout retenu, c'est le fait que c'est certainement... Alors, dire le premier, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. C'est ce que l'histoire a retenu comme étant le premier scientifique à avoir expliqué qu'en fait,
les objets, si on les voit, c'est pas parce que notre œil envoie une information vers les objets, mais c'est parce que les objets euh, reflètent simplement la lumière qu'ils reçoivent à partir d'une source lumineuse. Ça paraît pour nous maintenant tout à fait logique et normal, ce n'était pas aussi évident que cela. Lorsque je vous parle, moi, en ce moment, vous m'écoutez parce que je déplace, par le son, je déplace des couches d'air qui vont donc, faire fluctuer un capteur quelque part. Et donc, c'est quelque chose, si vous voulez, d'actif, la parole. Mais voilà, la vision, ça a été pas évident de comprendre ou d'accepter que c'est les objets qui envoient l'information vers lui et non l'inverse. Et du coup, il a pu donc poser le principe de la fameuse caméra qui s'appelle la caméra obscura. Obscure, tout simplement, c'est une chambre noire. Il suffit de prendre une chambre noire, de faire un petit trou dedans et en fait, on construit une caméra à travers. Bon, il y a une illustration qui viendra par la suite. Et tout ça, c'est des choses qui paraissent simples, mais évidemment, derrière, il y a une ingéniosité, une certaine ingéniosité, surtout pour les calculs qui vont après venir pour, à partir de l'image, déterminer, par exemple, la taille des objets, etc. On retient aussi qu'il fut le premier à avoir, alors ici on dit avoir disséqué l'œil. On n'est pas certain. Il y a plusieurs versions là-dessus. En tout cas, c'est dans ce qu'il a laissé comme écrit. Il explique très bien la morphologie de l'œil. Donc, soit qu'il l'a effectivement disséqué, soit qu'il a pris, on sait que par exemple, les Chinois ont précédé certainement cette science, cette époque-là, et donc il a dû prendre évidemment des informations qui existaient, mais peut-être aussi passer à la pratique. Donc, le principe de la caméra obscura, vous le voyez ici, il y a une très jolie illustration. Simplement, bon, évidemment, là pour la vue d'artiste, on a ouvert, si vous voulez, l'intérieur de la chambre, mais en fait, la chambre doit être fermée, évidemment, à une barre, et un petit trou, quelque part, va laisser passer l'image qu'on peut, vous le voyez, elle est inversée, donc ça répond évidemment au principe de l'optique géométrique, de propagation des rayons, et c'est tout simple. Évidemment, après, on peut s'amuser à mettre des lentilles que Ibn al-Haytham a aussi expliqué parmi les travaux qu'il a publiés. Voilà donc une autre illustration qui montre un peu les différents axes et les principales découvertes, entre guillemets, les principaux travaux de Ibn al-Haytham, donc la caméra obscura, la dispersion de la lumière, j'y reviendrai, et la vision de façon générale. Voilà, il a publié donc Kitab al-Manadir, où, entre autres, il a montré la quatrième dimension pour expliquer les équations de propagation de la lumière. Et d'ailleurs, c'est connu sous le nom d'équation d'Ibn al-Haytham. Il s'est intéressé au mouvement des planètes. Il a remis en cause certains écrits de Ptolémée en particulier. Et ça, c'est très révélateur et très informateur. Surtout certains écrivains ou certains historiens qui ont, à chaque fois qu'ils parlent de l'époque perso-arabo-musulmane, il en garde simplement la traduction des œuvres grecques, alors que évidemment il y a eu beaucoup de traductions, et ça c'est
c'est très bénéfique d'ailleurs en sciences de pouvoir traduire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées, voire qui ont été trouvées. Il y a aussi un des livres, Risala fil Makan, et qui s'est intéressé au mouvement des objets et qui on retient aussi que bien avant Galilée et Newton, évidemment, c'est Ibn al-Haytham encore qui a postulé le principe de mouvement, le principe d'inertie, ce qui est connu sous le nom de principe d'inertie, c'est-à-dire un objet qui a à un certain moment une certaine vitesse, un certain mouvement, il va le garder tout le temps si évidemment il n'y a pas d'intervention de force extérieure. Donc c'est le principe d'inertie qui s'est transformé en loi de Newton, au premier principe de Newton par la suite, 700 ans après. Donc voilà, il a développé son esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, large, son métier d'ingénieur au départ aussi lui a permis de connecter l'algèbre avec, avec l'ingénierie d'une façon générale. Il a, parmi les choses qu'il a aussi montré, c'est comment calculer les 100 premiers nombres naturels et montrer comment démontrer en fait les séries les séries trigonométriques et algébriques qui peuvent le faire. Alors, il y a des liens qui sont très bien faits pour en connaître beaucoup plus sur Ibn al-Haytham, ibnulhaytham.net, tout simplement, et évidemment les liens Wikipédia. Alors, il y a aussi à citer que les travaux d'Ibn al-Haytham, l'histoire retient qu'ils ont, pour la plupart, été faits dans une période où il était assigné à résidence, parce que le roi de l'époque, en Égypte, gouvernait des territoires très larges jusqu'en Irak. Donc, a fait appel à lui pour lui demander absolument de trouver une solution au problème de la décrue du Nil qui faisait beaucoup de dégâts. Donc, il a dû voyager pour chercher, aller aux confins de la source du Nil pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de solution possible. Donc, au lieu de venir dire qu'il n'a pas trouvé de solution, il a peur pour sa vie, il a faim, la folie, tout simplement. Et donc, il s'est fait interner, entre guillemets, en résidence surveillée. Et c'est là où il a produit beaucoup de choses. Alors bon, c'est chacun comprendra, chacun évaluera cet épisode comme il veut, mais c'est en tout cas ce que retiennent certains historiens de la période d'Ibn al-Haytham. Alors, un problème parmi les problèmes posés par Ibn al-Haytham, précurseur aussi, c'est ce que j'appelle ici un joueur de billard. C'est en fait un problème lié à l'optique. Vous voyez dans le schéma, je ne sais pas si le mouvement de la souris va le faire. En tout cas, vous avez à côté de la photo d'Ibn al-Haytham une bougie qui envoie de la lumière à travers un miroir sphérique. Et il y a un œil qui doit capter cette image-là. Donc, la question posée est simple, où est-ce qu'on doit se placer pour pouvoir capter la lumière de la bougie? Ou l'inverse, où est-ce qu'on doit placer la lumière de la bougie pour qu'on puisse la voir à travers le miroir? Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, pour illustrer, évidemment, à l'époque, il fallait le faire, résoudre la solution avec des schémas, avec ce qu'on appelle la règle et le compas. Et donc, il a traité ce problème dans le livre 5 du traité d'optique. Et il y a une discussion là-dessus, et c'est connu sous le nom du problème du billard d'Al-Hazm jusqu'à présent. Et l'énoncé est le suivant. Donc, vous avez deux billes, A et B, placées en deux points quelconques d'un billard parfaitement circulaire.
il faut trouver à la règle et au compas le point de rebord du billard sur lequel la bille A doit être envoyée pour revenir heurter la bille B. Alors évidemment avec un seul c'est un problème équivalent à l'image de la bougie qu'on désire voir à travers un miroir. Alors donc les joueurs de billard vont beaucoup s'amuser, ils vont certainement faire beaucoup d'essais, ils vont réussir probablement ou pas. Mais ce n'est pas aussi évident que ça de trouver le calcul. Contrairement, évidemment, au billard rectangulaire, où vous avez le bord qui est plat, et le principe de retour, le principe de réflexion, si vous voulez, le premier principe, c'est le même que l'angle avec lequel la boule va être envoyée, elle va revenir avec un angle symétrique par rapport au l'angle. Quand le bord est circulaire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, El-Hazem a réussi à résoudre le problème grâce à des sections coniques, mais il n'a pas réussi à le résoudre à la règle de compas. Et plusieurs scientifiques depuis l'époque, ont tenté leur chance, mais sans succès. Il a fallu attendre 1997. Vous voyez que c'est très récent pour que Peter Neumann, qui est un mathématicien, professeur à Oxford, qui a démontré en fait qu'on ne peut pas trouver de solution à la règle au compas, parce que ça fait appel à une équation du 4e degré. Et donc, comme vous le savez, on ne peut pas représenter la 4e dimension. Et donc, c'est une solution purement analytique. Alors, il y a beaucoup d'hommages qui ont été rendus à l'ASM. Là, c'est un billet à son honneur de 10 000 dinars de l'Iraq, de la banque l'Iraq. Et vous le voyez, vous voyez la photo d'Ibn Naïsem, mais vous voyez aussi le problème tracé que je viens d'évoquer là, sur une surface circulaire. Donc, ça fait partie des choses les plus intéressantes. Alors là, ici, c'est la célèbre scénographia des Vélus, et vous voyez que pour illustrer la couverture, on a mis ici Ibn al-Haytham avec Galilée. Donc c'est déjà vous dire que le fait de comparer Ibn al-Haytham à Galilée, c'est quand même c'est un Polonais c'est un chercheur, enfin un auteur polonais qui a voulu une image en 1647. Et si vous regardez bien, sous Galilée, dans le socle, vous voyez l'œil. Ben, l'œil, parce que ça explique un peu le génie observationnel. Grâce à sa lunette, Galilée a pu observer, et donc sa notoriété vient essentiellement de là, d'avoir pu observer, et donc à partir de l'observation, évidemment, découvrir beaucoup de choses. Et sous Ibn al-Haytham, on a mis le cerveau. Donc c'est son cerveau qui est exceptionnel et qui a pu découvrir des normes, qui a été précurseur. Alors là, c'est la couverture de Kitab al-Manadir, ou Book of Optics, d'Ibn al-Haytham, et qui est... Alors là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que, en plus de son génie, entre guillemets, Ibn al-Haytham était quelqu'un qui notait ce qu'il faisait, et qui donc avait écrit, et qui a laissé derrière lui une littérature très intéressante, très importante. Donc c'est pour souligner encore une fois l'importance de la publication en sciences. Tous les travaux doivent être publiés, doivent être évidemment reportés déjà, et souvent, tous les chercheurs vous le diront, on se trouve souvent très absorbé par notre réflexion, par notre vouloir d'aller de l'avant, même quand on fait de l'astronomie observationnelle, comme nous faisons souvent à l'observatoire. Et souvent, on oublie de noter. Et
d'écrire, et c'est d'autant plus difficile que par la suite, lorsqu'on veut publier, on a du mal à le faire. Et donc, voilà, la publication est quelque chose d'important, et grâce aux travaux de l'ASN, beaucoup de choses ont été pérennisées pour l'histoire. Alors, pour revenir et refaire la liaison avec la suite, la deuxième partie de mon intervention, ben, il s'est donc aussi intéressé à la cosmologie. Il y a un article, je viens de retrouver, de Régis Morellan, publié dans la revue Épistémologie, dans le volume numéro 1 en l'année 2000, qui un peu explique l'intervention de Ibn al-Haytham, Al-Hazm Ibn al-Haytham, sur les corrections, entre guillemets, au legs de Ptolémée. Alors, il constate, entre autres, que les modèles ptoléméens ne peuvent plus convenir et qu'il faut tout reprendre à la base. C'est ce qu'il écrit. Alors, quand j'ai lu quelques passages, alors il prend évidemment il rend hommage comme cela se doit à Ptolémée pour tout ce qu'il a fait, mais en même temps, il dit que bon, il y a des choses qui sont fausses carrément, qu'il faut reprendre, et que ça n'a pas, et qui, plus que fausse, parce qu'on peut évidemment se tromper, mais contradictoire. Dans le fameux Almageste de Ptolémée, il y a des passages qui sont dans le même livre qui sont contradictoires. Donc il a relevé tout ceci, et surtout dans la vision, donc la vision du monde, ce qu'on appelle maintenant dans la science moderne la cosmologie. Voilà, il disait entre autres qu'il y a une incompatibilité entre une astronomie de type mathématique, qui vise à rendre compte le plus exactement possible du mouvement des astres, c'est ce qu'a essayé de faire Ptolémée, et une astronomie de type physique, qui cherche à intégrer les divers mouvements célestes dans des corps concrets. Vous voyez les prémices, déjà, moi je vois ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je vois déjà les prémices des principes cosmologiques actuels où on relie le mouvement des astres à la géométrie de l'espace. Donc, bon, évidemment, à l'époque, on n'était pas assez avancé maintenant pour pouvoir en parler, mais c'est déjà les prémices de ceci. Alors, je vais passer sur une deuxième partie qui était effectivement, comme le professeur Hesnal a souligné tout à l'heure, c'est une conférence que j'ai reprise, que j'avais déjà faite en 2015, à l'occasion de l'année internationale de la lumière. Et donc, c'était une conférence grand public. J'avais un peu expliqué tout ce que j'avais dit sur le principe de la lumière, le fait que en fait, ce n'est pas les objets que l'on voit directement en allant les toucher par une information qui part de l'œil, mais c'est une réflexion de la lumière sur ces objets qui arrivent. La lumière est le facteur principal, et donc évidemment vous comprendrez bien par exemple que la pomme que vous voyez rouge ici sur cette image, vous pouvez très bien la voir en vert ou en autre couleur si vous changez le type de lumière. Et donc dire qu'une pomme est verte ou rouge, c'est relatif, c'est tout à fait relatif, sachant bien qu'il existe des variétés diverses de pommes qui sont effectivement rouges et vertes. Alors, la théorie corpusculaire, la lumière, vous le savez, il y a deux théories, la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire. La théorie corpusculaire, c'est le fait de dire que la lumière, voilà, c'est des corpuscules. Si ça se déplace en ligne droite et si ça rencontre un obstacle, comme vous le voyez ici sur le schéma, eh ben, il va passer que les corpuscules, si vous voulez, qui sont dans l'orifice, dans l'ouverture permise. Donc tout ce qui est opaque va être arrêté. Et donc voilà, on va avoir il y a une illustration. Je suis allé un peu trop vite. Voilà, on va voir une partie qui est éclairée uniformément au centre, en face de l'ouverture.
On sait bien que la théorie ondulatoire va pas remettre en cause la théorie, puisque dire, j'y reviendrai, mais mettre en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Et c'est suite aux travaux de Christian Huygens en particulier, qui a vécu entre 1629 et 1695, que ce principe ondulatoire a été mis en évidence. Évidemment, il y a Fresnel aussi qui est intervenu. Alors, principalement, le principe du Huygens-Fresnel, c'est que chaque point sur le front d'onde existant peut être considéré lui-même comme une source d'onde, on appelle secondaire, et qui en fait, chaque point de l'ouverture par laquelle passe la lumière est en même temps une source qui on va envoyer de la lumière qui va interférer. Ça, c'est ce principe-là. Donc voilà l'illustration du fait que la lumière est ondulatoire. Vous voyez qu'il y a de l'information qui va passer au-delà, sous forme d'onde, au-delà de l'ouverture simple par laquelle passe donc la lumière. Alors évidemment, la matérialisation de cela se fait en classe dès le secondaire, je pense, avec l'expérience de Thomas Young, en prenant deux ouvertures. On fait passer de la lumière à travers ces deux ouvertures et on arrive à faire ce qu'on appelle de l'interférométrie. On fait interférer la lumière et sur l'écran, on va voir, au lieu de voir une partie éclairée d'une façon uniforme, on va voir des franges d'interférence, franges brillantes et franges sombres. Et la théorie va expliquer comment est-ce qu'on peut aboutir à ceci. Donc la lumière est une onde. Très bien. Le Huygens propose donc la théorie ondulatoire afin d'expliquer les phénomènes. Mais reste posé le problème du transport d'énergie. On s'intéresse donc à ce qui est transporté. On sait que bon, si c'est une particule, si c'est un électron, un atome à qui on impulse un mouvement, il va porter ce mouvement et donc quand il va rentrer en collision avec de la matière, il va transmettre une partie de l'énergie au moment de la collision. L'onde, comment est-ce qu'on peut expliquer le transport d'énergie il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle pour, suite aux travaux de Maxwell, et donc qui sont reportés dans le traité d'électricité et de magnétisme, où on posait les fameuses 4 équations de Maxwell qui relient donc la théorie ondulatoire de façon générale pour les ondes en général et dans la lumière évidemment. Alors l'intérêt, c'est ingénieux quand même et c'est très important de montrer que, vous voyez ici, je montre une expérience faite par Hertz qui s'intéressait à ce problème de transport d'énergie via les ondes. Et donc, il a essayé de voir s'il pouvait récupérer une étincelle à distance, sans aucune connexion filière entre l'émetteur et les récepteurs. Donc là, vous voyez sur la table une bobine avec un accumulateur pour alimenter la bobine. On crée une étincelle, on se place à distance et avec une spire en cuivre, on essaye de rapprocher les bords, comme vous voyez sur le schéma, et à un certain moment, avec une certaine distance évidemment, et on arrive à retrouver l'étincelle. Ça, c'est vraiment une première. C'est l'ancêtre je dirais, du Wi-Fi aussi. Comment est-ce qu'à distance, on peut envoyer de l'information? Évidemment, la bobine a été après développée et très utilisée dans plusieurs applications. Vous voyez le type de Frank Hertz qui a fait son temps, qui a révolutionné en son époque tout ce qui est la radio, télévision et autres,
instrument de communication. Et donc, le principe est simple. J'écrirai quelques équations, mais très simples. Il faut savoir que bon, on peut relier évidemment la fréquence de l'onde à ce qu'on appelle sa longueur d'onde par une équation très simple. C'est le rapport de la vitesse de la lumière à la longueur d'onde. Et on a trouvé la fréquence. Et donc ensuite, quelques ordres de grandeur. Vous savez que lorsqu'on utilise, par exemple, on vous dit que la lumière est une longueur d'onde de 600 nanomètres, 0,6 microns. Alors, relier ça à l'épaisseur d'un cheveu qui fait 100 microns. Vous voyez le point rouge là, ça représente la longueur d'onde optique de 0,6 microns. Donc ça, c'est juste pour se fixer un peu les ordres de grandeur. C'est 160 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Lorsque vous voyez un lampadaire, les lampadaires de sodium par exemple, qui sont utilisés souvent encore malheureusement pour l'éclairage public, elles dégagent une lumière jaunâtre avec la longueur d'onde de 580 km. Donc, après, alors, il y a une interférence destructive. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Je ne sais pas qui. Donc voilà. Donc je continue. Donc si on revient à la fréquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapport de la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde, donc on trouve un ordre de grandeur de 5 fois 10 puissance 14 Hertz. Hertz, c'est simplement l'inverse de la seconde, si vous voulez. C'est en combien de volts, combien de cycles par seconde est-ce qu'on a le phénomène. Alors, le spectre de radiation électromagnétique, il est très large. Je passe très rapidement. Vous savez qu'il y a des ondes radio, micro-ondes, infrarouges, visibles, ultraviolets, rayons X et rayons gamma. Ben, pratiquement en astronomie, on exploite tout ce spectre-là. Et évidemment, chaque longueur d'onde utilisée va correspondre à une couleur, va correspondre à une énergie, et donc va être un véhicule d'information pour les astrophysiciens, mais pas seulement, évidemment, pour analyser les phénomènes. Encore une fois, le spectre électromagnétique visible, ce qu'on appelle les longueurs d'onde visibles, qui sont en gros entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, ne représentent qu'une fraction intime de tout le spectre exploitable actuellement par la technologie actuelle. Et donc, vous voyez l'immense. Là, maintenant, par exemple, il y a des télescopes, donc pratiquement toutes les longueurs d'onde, télescopes gamma, des télescopes X, et il y a des radiotélescopes pour détecter et analyser le plus finement possible les informations. Voilà, c'est une illustration simplement de ces phénomènes. Alors, évidemment, on ne peut pas pas aller plus loin, si vous voulez, sans parler d'un phénomène important qui est l'effet photoélectrique. Je parlais des ondes, donc quelque chose, entre guillemets, d'immatériel, qui va transporter de l'information d'un endroit à un autre, constitué, on va y revenir. Qu'est-ce qui permet ceci, en gros? Donc voilà, on éclaire une plaque photoélectrique. En l'éclairant, on arrive à créer du courant électrique. Donc, la question se pose, comment est-ce que cela est-il possible? C'est en fait l'interaction d'un quantum d'énergie, ici représenté sous la forme h nu. Ne faites pas trop de soucis là-dessus. Ce que je veux simplement dire, c'est que la lumière, par l'expérience photoélectrique, on a pu montrer qu'elle est constituée, composée de quanta de lumière dont l'énergie est proportionnelle à h fois cette fréquence. H est la constante de Planck. La lumière est un rayonnement électromagnétique, donc associé à des points singuliers, comme la présence de champs électrostatiques dans la théorie de l'électron. Là, c'est une citation de Gilbert Lewis en 1926,
et où il dit « Je prends la liberté de vous proposer pour ce nouvel atome », alors il l'appelle atome parce que l'atome c'était le plus petit constituant de la matière de l'époque, donc cet atome hypothétique qui n'est pas clair, mais joue un rôle essentiel dans tous les processus de rayonnement, et il l'appelle photon. Voilà. Et photon parce que ça vient de la lumière. C'est donc une vie heuristique concernant la production et la transformation de la lumière, faite par Einstein déjà en 1900. Donc voilà, le mot est prononcé, le photon. C'est une radiation électromagnétique possédant donc une longueur d'onde. On vient de matérialiser ceci par l'effet photoélectrique. La fréquence est reliée à l'énergie du photon par des équations simples, E égale h nu ou hc sur lambda. Et les baux d'onde, vous pouvez oublier cette histoire de spin, on ne va pas rentrer dedans. Et ce que vous pouvez donc conclure assez facilement, c'est que l'énergie totale, ça va être proportionnel n fois, n étant le nombre de photons que nous avons, fois ce quanta h nu. Et donc, on peut faire un petit calcul, une onde, par exemple, de photons dans la région visible qui est entre le jaune et le rouge, en gros, du spectre, a une énergie de 195 joules par mole. Si on veut calculer la longueur d'onde de la lumière correspondante, on va trouver qu'à partir de l'énergie, donc qui est égale à 3,24 puissance moins 19 joules, on peut trouver la longueur d'onde correspondante et qui est de 6,14 10 puissance moins 7. C'est des équations qui sont relativement pas compliquées, mais c'est juste pour vous dire on arrive à faire une liaison entre l'énergie et la longueur d'onde, et donc c'est ceci qui nous permet de faire beaucoup d'analyses en astrophysique. Mais non, comment le photon, les ondes n'ont pas de masse. Donc, les ondes électromagnétiques sont constituées de photons, c'est des particules, entre guillemets encore, j'utilise le mot particule, sans masse. Mais juste, il ne faut pas oublier que c'est des particules relativistes. Et comme vous le savez, on a mis en évidence l'équivalence masse-énergie. Donc, en fait, on peut peser entre le photon en déterminant sa masse équivalente à partir de son énergie. Donc, la masse d'un photon, c'est simplement H sur lambda, que divise C, ou HC sur lambda sur C carré. Et donc, on peut peser en fait un photon. Et donc, c'est quelque chose, on peut dire, de corpusculaire, n'est-ce pas? Alors, il l'a découvert grâce aux ondes, grâce aux théories ondulatoires, et c'est quand même corpusculaire, sauf qu'il se pose le problème de savoir le localiser. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'on peut arriver à suivre un photon? Là, par exemple, il y a de la lumière qui traverse une source, et S0, on fait la fameuse expérience des trous de Young, et on a le phénomène d'interférence, et sur l'écran, vous voyez des franges d'interférence. Alors, est-ce que vous êtes capable de dire, et de suivre, de dire le photon qui a été émis par la source S0, où est-ce qu'il se trouve ici dans cette figure d'interférence? Problème de localisation. Et là aussi, la durée de vie du photon, c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'il a une durée de vie comme certains composants de la matière? Alors évidemment, relié à la vitesse de la lumière, donc sa durée de vie est infinie. C'est des particules particulières. L'état du photon est défini par son moment, son énergie, sa polarisation et son spin. Et la position et le temps, durée des photons ne sont pas bien définis. Donc ça c'est qui est retenu à l'époque donc de l'avancée de la science. Alors tellement que regardez ce que cite Richard Feynman, il dit que personne ne sait et il est préférable de ne pas y penser. À force d'y penser, on devient un peu fou pour dire comment est-ce qu'on peut relier toutes ces histoires. Einstein aussi, à son époque, a fait une citation célèbre. Alors en anglais, cette citation, this every time Dick and Harry thinks he knows what photon is, but he is wrong. C'est une expression connue en anglais qui veut dire que tout le monde prétend savoir alors que personne ne sait.
Voilà, alors donc rentre en scène la mécanique quantique et ça va nous éclairer. Donc voilà, je passe très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique ici, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu la mécanique quantique qui a permis donc d'établir une relation théorique qui explique très bien ce côté-là des ondes et d'expliquer cette dualité en matière. Un autre aspect qui est maintenant, que je voudrais introduire, mais d'une façon très brève aussi, c'est la notion de la distance la plus courte. Alors, vous savez, quand vous voyez par exemple une carte du monde, vous allez avoir entre deux continents, vous dites quelle est la ligne qu'il faut suivre, la ligne droite. En fait, la Terre est courbe, elle n'est pas droite. Donc, il y a la ligne droite qu'on appelle la carte du Mercantour, mais ce n'est pas la distance la plus courte. La distance la plus courte, c'est évidemment l'arc de cercle qui va suivre la courbure de la Terre. Alors ça, c'était une parenthèse importante à noter. Et aussi, un fait important à noter qui a fait beaucoup progresser la science, la relativité générale en particulier, c'est le fait d'avoir pu mettre en évidence le photon et la déviation surtout de la lumière au passage, au voisinage d'une masse. Vous voyez que vous savez que selon la théorie de Newton, une masse en mouvement reste en mouvement. La théorie principe d'inertie de Galilée, je dirais même Ibn al-Haytham, donc un particule qui est en mouvement va garder son mouvement rectiligne, sauf si il y a une masse à côté qui va user d'un pouvoir attractif et donc dévier cette masse-là. Le photon, s'il n'a pas de masse, normalement, il ne doit pas être dévié par. Or, là, la démonstration a été faite. Évidemment, la théorie l'a expliqué, la théorie de la relativité générale, comme je viens de le dire, mais même expérimentalement, lors d'une éclipse, on peut voir la déviation, la position des étoiles change dans le ciel lors d'une éclipse. Ben, ce n'est pas en fait la position qui change, évidemment, c'est l'inclinaison, l'incurvation des rayons de lumière qui va changer au passage, au voisinage du Soleil. Donc voilà, donc le Soleil va dévier de la lumière qui passe en son voisinage et ça a été mis en évidence par Eddington en particulier en 1919. Les équations, là aussi, ne sont pas très compliquées. Je vais dire, dans leur application, pour calculer cet angle de déviation, l'équation est simple. Évidemment, il y a derrière le développement de la théorie de la relativité générale. Voilà. Alors, tout ceci nous amène en fait à dire à cette histoire de, en fait, comme la théorie générale, de la relativité générale postule, le démontre, c'est en fait pas une action à proprement dit de la matière. La matière, quand elle est quelque part, va déformer le voisinage où elle est, elle va déformer l'espace-temps. Et toutes les particules, là encore j'utilise les guillemets, qui vont passer au voisinage vont être obligées de choisir en fait la distance la plus courte. Et la distance la plus courte, c'est évidemment la distance qui va être tangentielle à cette surface. Donc cette surface déformée par la masse. Voilà. Alors, on revient aux trous noirs. Donc les trous noirs vont quelque part, évidemment, des êtres hautement massives. Ils vont donc déformer le voisinage tour et d'une façon extrêmement intense et telle qu'ils vont créer même une limite, qu'on appelle l'horizon du trou noir, à partir duquel l'information ne peut plus sortir. Alors, voilà, Stephen Hawking a, pour provoquer un peu son époque, dit qu'en fait, il n'existe pas de trou noir. La notion de l'horizon des événements auquel rien ne peut échapper
n'est pas compatible avec la théorie quantique. Donc là, quand il dit évidemment there are no black holes, tant que tels qu'on les imaginait ou tels qu'on voulait les expliquer. La relativité générale d'une part et la mécanique quantique sont deux théories très solides. Chacune est solide, bien établie, avec évidemment de l'expérimentation dans les deux théories, aussi bien en relativité générale, mais on a plus qu'une preuve évidemment, expérimentale de la validité des équations de la relativité générale. Et de l'autre côté, évidemment, lorsqu'on s'intéresse à la physique des particules et des énergies, la mécanique quantique est tout à fait valable. Il est le défi est donc de marier en fait ces deux théories. Il est impossible d'échapper à un trou noir selon le concept classique, mais la théorie quantique, elle permet à l'énergie et donc à l'information de s'échapper. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai raconté des histoires sur l'histoire de la localisation du photon. Où est-ce qu'il est ce photon-là? Est-ce qu'on peut réellement le suivre? Voilà. Et si la question qui a trotté à un certain moment dans l'esprit de Newton, vous voyez cette illustration en voyant en même temps la pomme tombée d'un pommier et la Terre, la Lune plutôt, qui orbite autour de la Terre, et il se pose la question, ça ne peut être que la même force, les mêmes lois. Et donc c'est à partir de cette réflexion que, pour une fois, la légende a retenu qu'il a établi ces fameux principes gravitationnels. Et donc, c'est ce vouloir d'unifier tout ce qui se passe en fait dans l'univers. Tout ce qui se passe doit avoir une raison unique quelque part. Et donc, les diverses théories que l'homme a inventées sont très parcellaires, sont très particulières. Donc, on essaye évidemment de trouver une solution le plus vite possible et le plus rapidement possible, sans penser à théoriser ou à passer beaucoup de temps à trouver une théorie cohérente qui se tient bien, etc. Ça me fait penser maintenant à ces histoires de Covid actuellement. On veut trouver très rapidement un vaccin parce qu'on n'a pas fait assez de recherches fondamentales avant pour pouvoir prévoir ce genre de problème. Et donc, voilà. Donc, la question, c'est évidemment, encore une fois, tous les scientifiques vont se précipiter, ils vont aller dans leurs éprouvettes, ils vont mélanger des substances pour essayer de trouver, peut-être tant mieux, le vaccin le plus rapidement possible, mais il aurait été plus malin de faire des études poussées théoriquement sur le génome, sur la génétique, pour s'armer à l'avance. Voilà, excusez-moi de cette petite intrusion dans l'actualité de cette pandémie. Voilà, donc la clé, c'est la grande unification. On doit unifier. Et Maxwell a été le premier à effectuer l'unification des phénomènes magnétiques et électriques avec la théorie de l'électromagnétisme. Ensuite, la mécanique quantique et le développement de la version quantique de l'électromagnétisme, et plus précisément ce qu'on appelle la théorie quantique des champs ou encore l'électrodynamique quantique, a permis une autre unification au sein de la théorie qu'on appelle la théorie de l'unification électrofaible. Ensuite, la découverte de la chromodynamique quantique qui explique en particulier la structure du noyau atomique en termes de quarks. Donc, vous savez qu'on arrive à casser le noyau et qu'on arrive à déterminer les quarks. On cherche, évidemment, grâce aux accélérateurs de particules, à remonter assez en énergie pour pouvoir les disséquer, les trouver les énergies. Vous savez évidemment que ces modèles, le modèle principal qui régit ceci, c'est ce qu'on appelle le modèle standard qui va réussir à incorporer en fait les trois interactions d'une théorie unifiée qui est basée sur ce qu'on appelle le groupe de symétrie de jauge S3, U2 et U1. Voilà. Donc on arrive en fait à rassembler dans une seule théorie qui se tient trois forces. Il reste la quatrième que pose toujours problème. Alors c'est pas force d'avoir essayé,
Il y a beaucoup de recherches là-dessus, on essaye. Il y a ce qu'on appelle la superforce, la théorie du tout. Alors, entre guillemets, certains l'appellent la théorie du n'importe quoi, parce qu'on n'arrive pas réellement à bien l'expliquer au commun des mortels. Donc, c'est le nom de théorie physique qui est susceptible de décrire de manière cohérente et unifiée l'ensemble des interactions fondamentales. Une telle théorie n'a pas été découverte à l'heure actuelle, principalement en raison de l'impossibilité de trouver une description de la gravitation qui soit compatible avec la mécanique quantique, qui est le cadre théorique utilisé pour la description des trois autres interactions. Donc, l'interaction théorique des quatre forces fondamentales régissant la physique de son ensemble va aussi, on l'appelle superforce. Alors, on met en scène plusieurs théories. Alors, il y a la gravité quantique formulée en termes des supercordes. Il y a de dire que la quantité maximum d'informations contenues dans un volume d'espace ne peut pas être plus importante que celle qui est emmagasinée à la surface du volume, ou une quantité élémentaire, ou encore, terme informatique, qu'on appelle bits d'information, qui occupe un quart de la surface dite de Planck. Alors, pour en savoir plus, il y a un très bel article, déjà lu en 2009, l'univers est un hologramme, que je vous encourage à. C'est un article d'une revue non spécialisée, la recherche. C'est une revue scientifique non spécialisée, et qui explique d'une façon assez bonne tout ce que je viens de dire sur ces histoires d'unification des forces. Alors, la réalisation la plus rigoureuse du principe holographique est celle de la correspondance qu'on appelle endidocitaire et théorie conforme des champs. Alors, on ne peut pas aller plus loin, évidemment, on ne peut pas rentrer plus en détail si on n'a pas les bases théoriques. Il faut savoir juste qu'au sein du laboratoire de physique des hautes énergies astrophysiques de l'Université Qadr-e il se trouve qu'il y a les compétences, qu'il y a en fait les spécialités, les deux spécialités, astrophysique et physique des hautes énergies, qui cohabitent très bien ensemble, qui peut-être n'interagissent pas comme assez souvent et assez intensément comme je l'aurais voulu, moi, du côté scientifique, mais en tout cas, ces deux spécialités existent et c'est une bonne chose, et qui sont rassemblées au sein d'une seule et même formation, qui est le master de physique des hautes énergies et de physique computationnelle, d'astrophysique et physique computationnelle. Donc, beaucoup d'étudiants ici, peut-être, qui suivent cette conférence font partie. Alors, la solution de ce paradoxe d'information. Alors, encore une fois, en faisant, permettez-moi un petit récapitulatif, on est parti d'Ibn al-Haytham, de ces fameuses inventions, trouvailles sur la lumière, et on est arrivé, en analysant cette lumière, à analyser en fait notre univers et à essayer de comprendre une des énigmes posée à la science et qui est celle des trous noirs. Donc, selon Stephen Hawking, là où les recherches se font actuellement, c'est de ce qu'on appelle un hologramme bidimensionnel, et qu'en fait, l'information qui rentre dans le trou noir ne va pas aller au fond du trou noir, encore une fois maintenant. Pas très aisé de parler de ce que c'est que la définition du fond d'un trou noir, mais en tout cas, on sait très bien qu'il y a un horizon et que la nouvelle idée de Hawking, c'est que les informations ne parviennent pas à l'intérieur du trou noir, mais elles sont codées en permanence dans un hologramme bidimensionnel à la surface de l'horizon des événements du trou noir, où, encore une fois, le champ entourant chaque trou noir représente un point dans non-retour. Voilà donc un schéma qui un peu explique ces histoires. J'ai survolé très rapidement et d'unification. Vous voyez que entre les différentes interactions, il y a maintenant des flèches qui vont partout des unes aux autres pour pouvoir relier les différentes
l'unification des trois forces dont j'ai parlé, il reste que pour relier la partie qui est en bleu, c'est-à-dire la théorie générale et l'application, il y a maintenant que la supersymétrie qui essaye donc d'aller plus profondément dans cette connaissance. Alors je terminerai par deux citations qui sont pour moi les mêmes. Une d'Ibn al-Haytham. إذا كانت معرفة الحقيقة هو هدف الباحث لا بد له من جعل نفسه عدو لكل ما يقرأ. Si l'apprentissage de la vérité est l'objectif du scientifique, alors il doit se faire l'ennemi de tout ce qu'il lit. Évidemment, vous comprenez que ce n'est pas le sens, ce n'est pas un sens péjoratif. C'est d'ailleurs moi ce que je dis souvent à mes étudiants. Tout ce que je vous dis est susceptible d'être faux. Donc, essayez de trouver l'erreur. Plus on suit, on lit, on reçoit, quel que soit l'ouvrage, quels que soient les écrits, plus on les lit avec un esprit critique, plus on va les comprendre, mieux on va les comprendre, et mieux on va s'accaparer des théories qui sont d'eux. Et une dernière citation de Stephen Hawking, la réalité n'existe pas en tant que concept indépendant de son image ou de la théorie qui la représente. Donc lorsque vous entendez dire quelqu'un que je suis un savant, que je peux tout expliquer par une théorie, c'est en fait une représentation, une image de ce qu'il a pu collecter comme information. Et ce n'est pas réellement sa théorie ou son sens. Voilà. Alors, je vous remercie. Je pense qu'il y a des parties qui ont été un peu lourdes pour vous. Je m'en excuse pour certains. Mais je voulais absolument, évidemment, comme à l'époque, vous relier en même temps l'histoire d'Ibn al-Haytham aux théories modernes, aux réflexions modernes. Et j'ai pris l'exemple des trous noirs comme exemple qui fascine le public. Merci à vous et je suis prêt à aller aux questions si vous en avez. Merci infiniment, Zoher, pour ce magnifique voyage dans le temps et dans l'espace et dans la matière, dans les états de la matière, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Donc, soit vous pouvez prendre la parole en mettant... Alors, oui, c'est Eza. Donc, à toi la parole, c'est Adi. C'est bon, tu peux... Voilà, Vous m'entendez? bon. Oui, maintenant, on t'entend. Ah, c'est bon? Voilà, c'est bon. On t'entend. Il y a l'un des deux qui va manœuvrer, soit toi, soit moi. Hein. Oui, voilà. Tu actives, je désactive. C'est bon. D'accord, ok. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore une fois, Zoher. Alors, moi, je viens juste vers la fin de ton intervention. À propos de cette théorie du tout, cette unification, je suis très mal placé pour en parler. Hein. Alors, il faudrait que ça soit clair et net. Je comprends rien à ce genre de choses, mais j'essaie justement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas voir, parce que cette théorie du tout, elle a dû normalement exister entre l'univers de Planck et l'apparition de la lumière. Je crois qu'à ce moment-là, il devait y avoir une seule force, ou du moins une seule mise en équation des forces qui régissent tout. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Oui, tout à fait. Peut-être j'ai oublié de le dire, je l'ai évoqué au début en parlant de la structuration de l'univers à 250 millions d'années après le Big Bang. Et en fait, lorsqu'on est maintenant capable de remonter bien plus loin, à 10 puissance moins 43 secondes du Big Bang, on arrive à pratiquement tout expliquer, et par la mécanique quantique, et par la relativité générale. Enfin, quand je dis « et », plutôt « ou ». Mais lorsqu'on va au-delà de cette limite, les choses se corsent jusqu'à présent pour la théorie. On n'a pas encore inventé une théorie qui se tient réellement, complètement, et qui arrive à expliquer l'extraordinaire énergie qui
existait au départ, donc lié au départ du Big Bang, dans un univers de rayon zéro, en gros. Et donc cette singularité, plus on s'approche, moins bien on peut l'expliquer par toutes les théories qui existent. Donc, on essaye, on fait des expériences, on essaie de développer la théorie aussi, on construit des modèles. Comme je l'ai dit, la superstring theory ou les hypercordes sont maintenant les plus à même d'expliquer, entre guillemets, quelque chose qui soutient plus ou moins, qui intègre la mécanique quantique et la relativité générale pour dire que en fait, c'est la même chose, qu'il existe une seule théorie dotée d'une seule force et qui après elle n'a rien fait, elle c'est l'homme qui, en essayant de bâtir des théories, a, comme j'ai dit, cloisonné en fonction des problèmes qui se posent et de la rapidité de trouver des solutions aux problèmes. Donc, on n'est pas obligé de trouver la solution globale quand la mécanique classique est suffisante pour que je puisse aller sur la Lune. Et ben, j'utilise la mécanique classique et je vais sur la Lune. Pas besoin de la relativité générale. Et donc, voilà, vous voyez un peu le... Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez très bien, c'est très bien. Bon, merci beaucoup. Mais je crois qu'il y a aussi le problème des mathématiciens qui, quelquefois, quelques théories qu'il faudrait développer pour permettre aux physiciens de développer leurs idées, je crois. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. La relativité générale, c'est essentiellement des mathématiques. C'est de la physique pour démontrer des équations mathématiques, mais toute la théorie est bâtie. Et d'ailleurs, c'est plus les mathématiciens, les puristes qui ont fait avancer la théorie de la relativité générale bien plus que Einstein. C'est les mathématiciens qui sont venus après, qui ont développé les différentes formulations, les différentes métriques qui ont été mises en place pour expliquer, pour trouver la solution en fait aux équations. Merci beaucoup. De rien. Merci Zéher. Y a-t-il d'autres questions? Alors, vous pouvez simplement activer votre micro si vous voulez poser une question ou faire une intervention. Pas de questions? Alors, ils sont trop assommés par tout ce que j'ai dit. Non, alors là, absolument pas. Il faut... Non, c'est pas vrai. Tu sais bien que c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. C'est un domaine qui est très très loin de mon domaine d'expertise, mais j'ai appris énormément de choses et de la façon la plus agréable qui soit, parce que je dis toujours que le plus compliqué, c'est de simplifier le savoir et la connaissance. Mais on a eu affaire à un monsieur du métier. Il a su faire vraiment passer tout son amour pour ce genre de choses. Bravo Merci. et merci. J'ai appris énormément. Hein. Je le dis en Merci. vérité. Donc, Asna, oui, est-ce que Philippe, tu m'entends? oui, on t'entend. Tu peux intervenir. C'est bon, tout le monde t'entend. J'aurais une question qui est un petit peu, en quelque sorte, un peu philosophique. Est-ce qu'on peut dire qu'on a l'impression qu'il nous manque presque plus rien pour faire le lien avec cette supersymétrie? Est-ce qu'on peut dire ça? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au moment de Newton, avec la gravité, on ne s'est pas fait la même réflexion qu'au moment de Einstein, on ne s'est pas fait la même réflexion, et qu'au moment de Stephen Hawking, qui marie les deux, on ne s'est pas fait aussi la même réflexion. Et la question derrière la question, c'est est-ce qu'on ne va pas s'apercevoir, est-ce qu'on risque de s'apercevoir qu'il y a encore toute une distance à parcourir, comme il pouvait y en avoir une au moment où Newton a eu l'impression de trouver. Oui, tout à fait. J'ai bien dit avec une illustration, quand Newton s'est posé la question entre la pomme et la lune, c'était la même réflexion. C'est de dire,
ce qui régit l'univers est forcément une seule et même théorie physique générale, physico-mathématique. Et donc, on n'en est pas loin, je ne sais pas, oui ou non. On n'en est pas loin du point de vue du concept. Il y a un foisonnement maintenant de recherches, d'écrits, de publications concernant ces. Encore pas une théorie, si vous voulez, équivalente à la théorie, entre guillemets, inventée par Einstein pour la relativité générale ou la théorie de la mécanique quantique. Il n'y a pas encore une théorie qui se tient assez bien. Et c'est pour cela, d'ailleurs, si on fait des accélérateurs de particules qui coûtent énormément, si on construit des télescopes énormes pour aller voir scruter les fins fonds de l'univers et aller chercher le plus proche de ce qui s'est passé au moment du Big Bang, c'est parce que justement, on n'a pas encore réellement une solution. Mais oui, on n'est pas loin. À l'échelle astronomique, on n'en est certainement pas loin. À l'échelle humaine, on peut se poser la question. Il y a encore beaucoup. Vous savez qu'il y a longtemps, par exemple, parmi les choses, parmi les mystères, il y avait le boson de Higgs qu'on a mis en équation, mais qu'on n'a jamais réussi à trouver. En 2015, ça y est, on a pu le trouver, entre guillemets, et ça a permis de consolider une partie de la théorie, et c'est comme ça qu'on avance. Donc on essaye de consolider petit à petit pour surtout éliminer, moi je dirais, parce qu'il y a un foisonnement, comme j'ai dit, de théories, et on a certaines qui prennent le mauvais chemin, on la mauvaise route. Et donc ça nous permet, plus la science et la technologie avancent, plus ça nous permet de décompter un peu et d'éliminer certains chemins pour se concentrer sur les quelques théories qui sont encore valables et qui expliquent les différents phénomènes auxquels on peut observer. Merci. De rien. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Salam c'est Zoher, c'est Youssef. C'était vraiment une très magnifique conférence. C'est Youssef Moulin. Oui, oui. Je peux parler? Oui, tu peux parler, on t'entend. C'est parce que j'étais en train de voir qui était. C'est bon, Youssef Moulin. On t'écoute. J'ai un petit commentaire concernant, parce que M. Zoher, dans la réponse maintenant, il a mentionné qu'on n'est pas très loin dans l'échelle astronomique. Mais pour moi, on a aussi dans un problème, ce n'est pas un problème, mais on peut dire un problème de la matière noire, de l'énergie noire, parce que maintenant, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on détecte, on l'observe, c'est que 5 ou 4%, donc on a encore 95% qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment les détecter, donc c'est un problème aussi pour la communauté, pour les astronomes et pour les scientifiques dans le monde. Donc je pense qu'on est encore très loin, pour moi. Pour comprendre, parce qu'il y a encore pour l'univers, donc la Big Bang, pour moi, mais je pense que pour certains communautés, que c'est seulement une théorie. Il y a des gens qui proposent l'idée de multi-univers encore. Donc on ne sait pas on est où, on avance, mais je pense qu'on est très loin. Oui, je ne sais pas, je peux répondre. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. J'aurais pu parler aussi de la matière noire. J'ai choisi de parler des trous noirs parce que c'est ce paradoxe d'information qui faisait la liaison avec ce que je voulais dire sur l'optique et sur la concentration d'énergie, pour aller le plus proche. Mais évidemment, si la matière noire est prépondérante, c'est parce que la science est encore pas arrivée à cette grande unification, donc on parle justement à expliquer tout ce qui peut l'être. Et donc, il ne faut pas être pessimiste. Il faut aller de l'avant. Comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas dire qu'on est vraiment très loin, parce que la science qu'on fait, ce n'est pas pour notre génération, pour notre époque. Nous, on est des petites briques et on essaie d'apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, à un grand tout.
C'est Newton, je pense, qui disait que si j'ai pu voir aussi loin, c'est parce que j'étais juché sur des épaules de géants. Donc c'est pareil, c'est en montant sur les épaules de ces géants qui ont pu faire avancer la science qu'on peut nous-mêmes, chacun dans son domaine, faire avancer et aller de l'avant pour s'approcher, alors, vérité suprême, réalité suprême, je sais pas, mais de s'approcher de l'explication de notre environnement accessible. Non, c'est sûr, on arrive à 13,3 milliards d'années, on arrive à observer une galaxie qui se trouve à 13,3 milliards d'années, imaginez la distance. Et donc, pourquoi pas certainement, à l'époque de Newton, si on faisait la même conférence et qu'on posait la question, ben je crois qu'il aurait répondu, ou les gens autour de la conférence auraient dit on en est bien loin de pouvoir aller à de telles distances. Mais ouais, vous savez que ces dernières décennies, je dirais cette trentaine d'années, il y a eu quand même une avancée. Évidemment, il y a le siècle dernier avec toutes les théories, mais du point de vue de la mise en évidence, de, de prouver ce qui a été théorisé, il y a des découvertes extraordinaires qu'on n'imaginait même pas. Les ondes gravitationnelles, ça date d'il y a 4 ans aussi. C'est des choses qui sont fabuleuses. On a mis 30 ans à construire des antennes sans pratiquement rien détecter. Les antennes LIGO, qui ont pu détecter les ondes gravitationnelles, pendant 30 ans, on n'a pas arrêté comment dire, de les améliorer de génération en génération pour en arriver là. Celui qui au départ avait l'idée est parti en retraite, peut-être mort déjà, sans avoir vu aboutir son idée. Voilà. Donc, ne pas dire qu'on en est vraiment très. On s'approche. Merci Suzanne. Peut-être une autre question concernant, parce que vous avez parlé de Newton ou des scientifiques qui ont déjà commencé la science, on peut dire des musulmans, des arabes. Donc, je ne veux pas dévier la discussion, mais juste pour mentionner, je veux poser aussi la question parce que vous avez aussi des relations, vous avez aussi tout ce qui est bien sur l'actualité ou bien la situation des sciences ou bien de l'astronomie dans le monde arabe. Donc, il est où la place des Maghrébiens ou des musulmans ou des Arabes pour la réponse de cette question. Donc, on est où avec les autres dans le monde? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Tout à fait, tout à fait. C'est même une question que j'allais me poser au départ, mais c'est bien que tu la poses toi. Et j'ai déjà posé, vous savez, même cette conférence, on en a l'idée est venue aussi à la suite de la conférence qu'avait donnée Inès Safi. Et c'est toujours la question récurrente. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre guillemets, il y ait eu cette régression dans cette partie du monde? Bon, très, très difficile de répondre. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je peux juste dire, c'est qu'à notre échelle, alors moi-même, longtemps, je me suis enfermé dans mon microcosme, dans mon laboratoire pour essayer de faire avancer au mieux ce que je sais le mieux faire. Ma science, la science pour laquelle j'ai été formé. Mais depuis quelques années, comme tu l'as évoqué, je m'intéresse de plus en plus à essayer de faire travailler les gens ensemble. C'est la clé. Je pense que l'une des questions qui reste vraiment posée dans notre univers arabo-musulman, c'est de ne pas savoir travailler ensemble. C'est quelque chose qui a été dépassé partout au monde. Les gens peuvent être d'idées tout à fait différentes, philosophiquement, de religions différentes et de positionnements idéologiques ou politiques différents, mais lorsqu'il
viennent faire de la science, ils laissent tout ça à la porte du laboratoire et ils travaillent ensemble. Et ici, je pense que l'une des questions, et d'après ma modeste expérience de ces dernières années en tant que président de l'Association d'astronomie arabe et mon interaction avec les différents acteurs, je pense peut-être que l'une des questions, l'une des problématiques, c'est le savoir parler ensemble. Et c'est ce qui est, il n'y a pas de miracle lorsque un chercheur issu du monde arabo-musulman va dans un environnement qui respecte ce principe de coopérer scientifiquement ensemble, eh bien, ils excellent et ils sont très bien, ils sont au même niveau, voire même ils dépassent les niveaux des autochtones, j'allais dire, des gens du pays où ils vont. Et donc, voilà, l'intelligence est répartie d'une façon tout à fait équitable entre les genres. Ce n'est que les conditions. Et la clé, pour moi, pour vous, la génération à venir, c'est de pousser vers le travail d'une façon, faisant abstraction de toutes les autres questions. Merci beaucoup, Zoher. Merci, Youssef, pour la question. En fait, je t'invite à regarder, parce que je pense que tu ne t'étais pas joint à nous pour la conférence du docteur Inès Safi, mais elle est sur la chaîne YouTube, donc tu peux la regarder. Et vraiment, ça répondra partiellement, non pas, ça ne répondra pas à ta question, mais ça te donnera une idée sur l'histoire des sciences dans en fait, l'histoire arabo-musulmane des sciences, mais on a avec nous Inès, que j'aimerais bien inviter à intervenir. Donc, elle me demande si elle peut mettre le son pour réagir, mais bien sûr, non seulement tu peux le mettre, mais on serait frustré si tu ne le mets pas et on serait frustré si tu n'interviens pas. Voilà. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et peut-être que certains étaient présents lors de la dernière conférence. Je vous salue tous. Merci beaucoup, Zohaïl, pour la conférence. Je suis très contente qu'il y ait un exposé détaillé sur Ibn al-Haytham, puisque je l'avais abordé trop sommairement et qui mérite toute sa place, ce géant. Et j'hésite pas d'ailleurs dans mes exposés, quand je parle de la physique quantique, justement, à bien lui attribuer l'émergence, et là aussi toujours avec beaucoup de précautions quand on parle du premier, mais en tout cas de cette nature corpusculaire de la lumière, qui revient sur le tapis avec Planck et Einstein pour la naissance de la physique quantique, et qui montre aussi, et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une évolution linéaire de la science. Il y a parfois des allers-retours dans l'histoire, et je pense que c'est ce que je disais d'ailleurs, je crois que Thomas Kuhn aurait été bien inspiré d'aller chercher aussi de ce côté-là. Il a loupé une phase très importante dans le développement scientifique. Je voudrais donc revenir rapidement sur ce que tu viens de dire, Zohaïl, par rapport à parler ensemble. J'ai tendance à ne pas éviter. Peut-être, je suis d'accord que évidemment la situation ici, par exemple en France ou ailleurs, ou encore dans d'autres pays anglo-saxons aussi, est meilleure que dans nos pays, mais je voudrais juste qu'on n'idéalise pas beaucoup la façon dont les scientifiques, disons les chercheurs dans notre milieu interagissent, collaborent. Parce que nous avons quand même quelque chose qui mine la recherche, c'est la compétition. Et c'est pas toujours facile d'avoir, je crois qu'il pour des personnes qui sont au Maroc, je ne pense pas qu'on puisse leur donner l'idée que tout se passe parfaitement bien, que ces chercheurs sont honnêtes, qui ne sont pas dans l'optimisation, dans la recherche de l'optimisation de l'intérêt personnel, malheureusement, qui peut parfois primer, surtout quand il y a moins de moyens, ce qui est le cas actuellement, en tout cas avec le CNRS en France. Nous avons moins de moyens et donc il y a plus de compétition, il y a plus de conflits pour essayer de ramasser le peu qui est disponible. Donc, je crois qu'on a aussi énormément d'efforts encore à faire de notre côté. Et effectivement, tu as bien fait de rappeler qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont de culture ou de confession ou d'origine, bon, je mettrais peu importe, mais ça ne veut pas dire que je dis qu'ils sont croyants, mais qui sont en tout cas
qui ont été imprégnés par cette culture, par quand même un amour de la science qui reste encore vif malgré malheureusement la décadence que nous vivons, un intérêt pour, en tout cas la recherche scientifique et pour la connaissance en général qui reste vif, et qui sont en train de participer à la recherche, à l'épanouissement et au développement des sciences en dehors de leur pays. Donc, avec la mondialisation, je dirais qu'effectivement, c'est plus, même si c'est pas localisé dans nos pays, je crois qu'il faut pas oublier la contribution de ces chercheurs-là à cette évolution-là. Voilà, c'est un petit peu juste un ajout par rapport à ce que tu disais. Après, j'avais une question quand même. J'ai vu dans le titre l'information. L'information, ça me paraît un concept très difficile à définir. Est-ce que tu as une façon qu'est-ce que tu mettais dans information à travers cet exposé? Parce qu'à un moment, je voyais que tu parlais de photons, en liant l'information aux photons. Ça me paraît pas évident. Donc, ça me paraît être le cœur de ton exposé. Donc, comment tu l'as défini? Oui, j'ai dit au début que l'information, j'ai relié même ça à la météo, enfin pas moi, Hawkins, parallèle avec les prévisions météorologiques. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit que l'information, le paradoxe de l'information enfin, ça porte ce nom-là, même le paradoxe de l'information, c'est lorsqu'on parle de l'énergie, en fait, qui va aller rentrer dans un trou noir et qui va disparaître. Donc ça, c'est une information. Alors, on utilise le paradoxe de l'information parce qu'on veut faire le parallèle entre l'information qui est là, donc si une information est là, elle est là. Alors, elle peut ne pas arriver parce qu'elle n'a pas trouvé le moyen d'arriver, mais elle est là, elle ne va pas se perdre, elle ne se perd jamais. D'accord? Donc, c'est le concept de transport d'énergie, tout simplement, via le photon. J'ai utilisé justement ça. Mais justement, on sait qu'il peut y avoir des photons qui viennent, même disons, de très loin dans le temps, mais quand on les mesure, ils disparaissent. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'information a disparu? Parce qu'il y a la fameuse problématique de la mesure en physique quantique. Exactement, j'en ai parlé aussi, c'est la localisation, problème de la localisation du photon déjà. Et donc, alors, disparaissent, non. La durée de vie, comme j'ai dit dans l'exposé, le photon ne disparaît jamais. C'est une durée de vie infinie. Non, mais je parle juste de la, de la mesure en physique quantique. C'est plus un problème de mesure, voilà, de localisation, plus que un problème de localisation du photon. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est l'information, c'est de dire il y a bien une étoile qui va graviter, ça c'est l'information, l'étoile qui gravite autour d'un trou. Et elle va être avalée, happée par le trou. Et donc ça, c'est une information qui va disparaître. Voilà. Donc normalement, elle ne devrait pas. Et c'est comme ça que... Alors, est-ce que tu lis du coup la conservation de l'information et la conservation de l'énergie? Non, ce n'est pas la même chose. Parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de dire que c'est l'énergie qui porte l'information. Oui, la conservation de l'énergie, quand on en parle, est bien définie. Là, c'est la conservation de l'information. C'est l'information qui est portée forcément par un véhicule, entre guillemets, énergétique, qui peut être le photon ou autre chose. Mais c'est l'information qu'il porte, c'est-à-dire la structure, par exemple, d'étoiles. Le photon, il peut exister en 5 temps, entre guillemets, mais en conglomérat aussi. Et donc, c'est cette information globale qu'on est normalement censé pouvoir retrouver en remontant le cours de l'histoire. Et donc, c'est ça, c'est cette perte d'information qui pose problème. C'est pas évident de l'expliquer, mais je trouve que le fait d'avoir relié l'information météorologique à ce concept-là de la perte d'information, du paradoxe d'information, c'est cela. Lorsque les phénomènes météorologiques sont gouvernés par un état thermodynamique à un moment donné, quelque part dans l'espace. Et donc, c'est une information qui existe quelque part. Et à notre échelle, pour quelque chose d'aussi accessible, on n'arrive pas encore à prévoir l'information d'une façon tout à fait déterministe. Donc,
construit des modèles, etc. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est que la météo? C'est une baisse de pression quelque part, une hausse de pression, c'est des vents qui circulent, etc. Et donc, on est théoriquement capable de retrouver cette information, mais non, elle se perd. Dans la réalité, elle ne se perd pas, c'est qu'on ne sait pas encore la modéliser d'une façon assez correcte pour pouvoir dire, ben, si j'ai des conditions telles, j'aurai forcément du soleil ou de la pluie ou des nuages à tel endroit donné. Voilà. Donc, c'est un peu le parallélisme entre ce qui est tout à fait qu'on peut toucher, météo, pour exemple, quelque chose qui paraît inaccessible pour le commun des mortels, c'est-à-dire tout ce qui est physique quantique et relativité générale. Et d'ailleurs, pardon. Non, c'est pas grave, merci. Je vais peut-être m'arrêter là parce que ça suscite d'autres questionnements. Mais alors, justement, moi, Inès, on t'avait invité pour nous parler de l'histoire des sciences en islam, mais personnellement, je serais très intéressée par une conférence que tu nous donnerais sur la physique quantique, et je pense que, alors, de façon très très simplifiée, bien sûr, qui sera accessible à notre niveau de compréhension de ces phénomènes-là, mais personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de membres de la fondation qui seraient intéressés par une conférence sur la physique quantique, et parce qu'on a envie d'en savoir plus. Voilà, juste 2 mots pour ce qui est de la compétition qui existe. Ben c'est une bonne chose. Je veux dire que la compétition, de toute façon, est bonne. Sport, comme en science. Non, mais je pense qu'elle a tout à fait, elle peut nous stimuler, hein, c'est clair. Mais la compétition malsaine dont tu parles, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura une décadence proche. Comme ça, je vais au Maroc. Hein, je quitte la je plaisante juste pour dire qu'en fait, quand j'ai dit qu'il y a eu une révolution à un certain moment, et ça c'est connu dans ce qu'on appelle l'Occident, mais pas seulement l'Occident, en Chine maintenant, c'est pas l'Occident, et en Corée du Sud, ce n'est pas l'Occident. Il y a eu une révolution intellectuelle qui a fait qu'on met à côté tout ce qui est métaphysique et on s'intéresse à la science en tant que telle. Et c'est là que je dis, lorsqu'on va travailler ensemble, chez nous, on n'a pas encore fait ce saut-là, de dire que je peux travailler avec tout le monde en science. C'est une façon de dire, laissons la métaphysique à côté, laissons les croyances de côté, et parce que c'est nuisible au débat général, c'est nuisible au travailler ensemble. Et ça, je pense que ce n'est pas la seule raison. C'est tout à fait disserté longtemps sur l'impérialisme, sur la domination, sur les conditions économiques. Ça, mais je pense, moi, j'ai tendance à dire que la solution vient de nous et pas des autres. Et donc, au lieu de rapporter nos problèmes aux autres, il faudrait absolument trouver en interne ce qui ne marche pas. Merci beaucoup. Pardon, je t'interromps. Vas-y, Inès. Non, je ne vais pas monopoliser la parole. On aura l'occasion de revenir sur ça. Avec plaisir. Donc, on va peut-être arrêter là, mais avant de nous quitter, j'aimerais que tout le monde mette les caméras pour qu'on puisse prendre une photo. Et bon, si vous avez, à moins qu'il y ait d'autres interventions ou d'autres questions. Autrement, je voudrais que Asma, je voudrais juste dire une chose. Oui. Je pense que il faut remercier effectivement aussi bien Inès que le professeur Ben Khaldoun pour le côté positif, le côté amour, parce que je pense que c'est ça qu'il faut dire aux étudiants. C'est pas la destination qui est intéressante.
Parce qu'effectivement, moi je suis persuadé aussi qu'on va s'apercevoir, on s'apercevra toujours que pour ce type de sujet, on en est très loin. C'est pas comme la cristallographie où on sait qu'on a fait le tour. Ça, on touche le fondamental, hein, vraiment le fondamental du fondamental. C'est pas sûr pour la cristallographie. Comment? C'est pas sûr pour la cristallographie. C'est pas aussi sûr que ça, on est d'accord. Mais enfin bon, on pourra revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est surtout le fait qu'on puisse se dire, moi, qu'est-ce qu'on a déjà parcouru? Regardez aussi ce qu'on a fait et on s'est élevé. Et c'est le chemin qu'on prend, me semble-t-il. C'est le bonheur que l'on a à partager. Vous parliez de pouvoir communiquer, effectivement, quelles que soient les religions, quelles que soient les situations politiques. Et effectivement, aujourd'hui, celui qui consacre le plus d'efforts, probablement par rapport à son PIB, c'est la Chine. Comme il y a 50 ans, c'était les États-Unis. La clé, bien sûr, c'est de pouvoir faire ce travail-là à l'échelle mondiale, de s'unir. Et voilà, et il y a des voies de garage, et puis il y a des voies royales, et puis on fait des progrès, et puis on stagne. Mais le plaisir qu'il y a à travailler ensemble, à découvrir, à parcourir ce chemin, moi je pense que c'est ça qui est magnifique et que vous transmettez. Et je veux féliciter Hasna parce qu'en fait, chacune des conférences, voilà, elle révèle à chaque fois cette, en quelque sorte, cette philosophie. C'est un art de vivre. C'est mon impression. Donc merci, merci à vous tous. Merci beaucoup, Philippe. Ben, on attend ta caméra là. Hein. Mettez vos caméras, s'il vous plaît. Bon, je vous fais c'est effectivement, Philippe, en fait, là, je pense que la communauté scientifique, du moins, comme la connaissent nos collègues qui sont parmi nous aujourd'hui, favorise en fait ce brassage et ce rapprochement et cette c'est une grande famille. Donc coucou Ella, bonjour Rin, super. Il n'y a pas de petits scientifiques et de grands scientifiques à mon sens. Oui. Enfin. Tous ceux qui s'y attachent ont effectivement leur rôle. Et puis certains font davantage parler d'eux ou contribuent ou sont plus visibles, mais on est tous sur un beau chemin. C'est ça que je veux dire. Super. Le scientifique, c'est pas un qualificatif, disons, je suis pas réduit. Il y a beaucoup de dimensions dans un être, et donc voilà, scientifique, ce n'est qu'un aspect, c'est qu'une. Alors, qui n'a pas encore mis son. Qui veut le savoir. Et je suis heureuse de te voir. Coucou Ella. On vous entend pas. Alors, qui manque? Bon, ben, on va prendre la photo comme ça, en attendant que... Bonjour Hasna. Comment vas-tu? Et toi? Super, super, ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Alors, bon, on va faire une petite capture d'écran tout de suite. Malika, tu vas bien? Tu as aimé? On t'entend pas. Mais Inès qui pose la question à propos du soleil, est-ce qu'il gêne au niveau de son image? Oui, mais oui, ben, depuis tout à l'heure, j'ai pas osé te le dire. Non, il vient de poser la question. Il a posé la question. D'accord, alors attends. Parce que là, on a deux soleils. Il y a Inès qui est le soleil et un autre soleil dans le ciel. Voilà, tu vois. Ça, c'est notre beau parleur, c'est Monsieur Dieza qui sait comment exprimer les choses de façon très belle. Voilà, et qui vous aime bien. Et qui vous aime bien. En fait, il a dit tout le monde. Si tu bouges pas, en fait, voilà, si tu ne bouges pas, c'est Inès, si tu peux te mettre juste à l'envers, tu fais un tour de 180 degrés.
Voilà, voilà. 180 degrés. Et 45 degrés, voilà. Bon, je vais rentrer, ça sera plus simple. Ah, c'est bon. Madame Khaldoun, Fatima, tu avais mis ta caméra tout à l'heure, on t'a vu. C'est l'Oufir. Ah, quel bonheur de te voir. Super. C'est Hassan, comment vas-tu? C'est Hassan Drmaoui, c'est Hassan Talibi. Latifa, marhaba bik. Alors, ben voilà, Inès, on te voit. Ah bah voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà. Bien. Allez, on prend. Allez, chère Inès, on a une autre Inès qui est une de nos étudiantes de master qui est avec Haddech. Alors, donc je prends Abel Hashmi, voilà. Mais vous pouvez en faire de même, en fait, pour ceux qui le... So say cheese. 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 Say cheese. Just a moment. Bon, je pense que les jeunes sont plus rapides que moi là-dessus, mais bon. Bah, t'es jeune, toi aussi. Écoute, Ah non, nous avons tous 25 ans. Oui, c'est ça, voilà. 25 ans. Voilà. Non, mais voilà, donc écoutez, merci infiniment, merci vraiment du fond du cœur, Zoher, pour cette magnifique conférence qui, en fait, bon, en tout cas, j'ai énormément appris. Et donc, je voudrais quand même te dire que professeur Nordin Jalil s'excuse parce qu'il a eu des problèmes de connexion. Et donc, il était vraiment frustré parce qu'il n'entendait rien. Donc, on lui enverra la vidéo. Et professeur Jalil, normalement, on le retrouve normalement samedi prochain, Inch'Allah, pour une conférence sur... donc, alors c'est autre chose, c'est sur la paléontologie, sur la paléontologie du Maroc et sur des richesses exceptionnelles de paléontologie du Maroc. Donc, merci beaucoup à tous. Merci. C'est très bien, justement, c'est ce qui fait la richesse de Appareil. Oui, voilà, c'est ce qui fait notre richesse. Et donc, merci infiniment et à très très bientôt. Et long chemin, Tarek. Inch'Allah, merci. Long chemin et un bon chemin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, au revoir tout le monde. Merci beaucoup.